14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. On va parler de la relation amoureuse parce qu'elle a quelque chose de particulier. Elle peut nous permettre d'améliorer notre confiance en nous, mais elle peut aussi nous détruire, pas de doute. L'amour est un sentiment qui nous transforme, j'oserais dire pour le meilleur ou pour le pire. Mais si cela semble évident quand on aime quelqu'un d'avoir envie de l'aider à aller mieux, jusqu'où peut-on aller ? Certains thérapeutes rappellent qu'il ne faut pas devenir le thérapeute de son ou sa partenaire. Et ils ont certainement raison, ce n'est pas Hélène Vecchiali, notre invitée, qui va nous dire le contraire. Et oui, vouloir sauver l'autre, d'abord c'est impossible, et puis en plus ça risque fort de nuire à l'amour. Pourquoi ? Eh bien c'est ce que nous allons voir durant ces 2 heures. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider son ou sa partenaire ? Jusqu'où on peut aller ? Est-ce qu'on peut l'aider à sortir d'une addiction peut-être ? Est-ce qu'on peut l'aider à améliorer son estime de soi ? Oui, sans doute. En tout cas, on va voir jusqu'où on peut aller. Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire ? Et puis je vous invite évidemment à venir témoigner ou à poser vos questions en nous appelant au 0826 300 300. Bonjour Hélène Vecchiali. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes psychanalyste, auteur de nombreux ouvrages. Vous avez écrit notamment ce fameux livre Mettre les pervers échecs et maths, qui est un gros succès et qui existe en poche, qu'on peut toujours se procurer. Et puis le dernier, ça s'appelle La tragédie des sauveurs aux éditions Marabout. Alors pourquoi la tragédie des sauveurs ? Parce que ça paraît être chouette quand même de vouloir sauver l'autre, mais pas à n'importe quel prix. C'est bien ça. Oui, c'est une tragédie et parce que la toute première des tragédies, c'est que ces sauveurs savent sauver. Alors vous me direz en quoi c'est une tragédie ? Bien parce que ils ont commencé très tôt. Les sauveurs en général ont eu une enfance au cours de laquelle ils ont été parentifiés, c'est-à-dire qu'ils ont été dans l'obligation d'être les parents de leurs parents, en les aidant, soit parce que la maman était dépressive, soit parce que le papa était alcoolique, soit parce qu'un frère était handicapé, soit parce que tout simplement dans cette famille il y avait une espèce de tristesse qui planait et qui se sont sentis l'obligation d'éclairer tout ça et d'être un peu un soleil. Donc la première des tragédies, c'est qu'ils ont cru que pour être aimé, il fallait sauver. Et à partir de là, toute leur vie d'adulte est partie sur cette mission. Et voilà, ça c'est une des premières. Est-ce que quand on a envie de sauver l'autre, on va naturellement choisir un compagnon ou une compagne qui a besoin d'être sauvé, qui va pas bien Souvent, c'est encore mieux d'avoir son sauvé sous la main, comme ça on peut être dans sa mission 24 heures sur 24. Et vous parliez des couples en introduction, effectivement c'est un sujet au sein des couples. Et je crois qu'il y a 2 cas de figure. Soit le couple se construit justement sur ce modèle-là, c'est-à-dire que tout d'un coup l'un des deux va rencontrer l'autre, va vouloir le sauver et ils vont faire ce couple-là, sur ce modèle-là qui est irréversible. Soit le couple va se rencontrer avec une relation équilibrée et puis tout d'un coup il y a l'un des deux qui va avoir un souci, une difficulté et là effectivement celui qui est le plus solide à ce moment-là va apporter son aide et son soutien. Et ça c'est pas gênant. Là c'est 2 amis qui se soutiennent tout d'un à des coup, moments on va différents. soutenir l'autre parce que c'est normal et qu'il faut l'aider au plus vite. Et alors, le sous-titre du livre va peut-être surprendre, c'est « On veut sauver et on est sauveur par désir d'être aimé ». Oui, le sous-titre, c'est « Le besoin ardent d'être aimé ». C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ces enfants qui sont dans des familles où les parents sont un petit peu ou beaucoup défaillants, eh bien, vont se jeter dans la mission d'aider tout le monde et de sauver tout le monde. Et eh bien, ils vont faire ça en se disant, inconsciemment bien sûr quand ils sont enfants, même adultes d'ailleurs, parce qu'ils ont le désir d'être aimés, parce qu'ils se rendent compte que les parents ne sont pas en capacité de les aimer comme ils devraient, parce qu'ils ont trop de soucis, et donc ils font ça pour être aimés, et arrivés à l'âge adulte, ils se lancent dans cette mission en se disant je vais récolter de l'amour. Or la deuxième tragédie, j'en ai mis à peu près une dizaine. La deuxième des tragédies, c'est qu'ils ne récolteront jamais d'amour. Ils vont récolter de l'admiration, de
la reconnaissance, de la gratitude, de la dépendance, mais jamais d'amour. Et ça se termine mal, forcément? Oui, c'est un duo qui se termine en duel, parce que comme le sauveur sait sauver, eh bien le sauvé va aller mieux. Alors bien sûr, il aura du travail à faire lui-même, hein. Il ne sauve pas complètement, mais en tout cas, il lui permet de sortir d'une impasse. Le sauvé va aller mieux. Et là, le sauveur, comme c'est son identité d'être sauveur, s'il n'a plus de sauvé, il n'a plus d'identité. Donc, inconsciemment, il va essayer de retenir un petit peu l'émancipation de l'autre. L'autre, ça va pas trop lui convenir. Et à partir de là, eh bien, ça va souvent mal se terminer. Mais alors, jusqu'où, Hélène Vecchiali, on peut aller pour aider celui qu'on rencontre, qui, par exemple, a tendance à être un peu dans une addiction ou qui manque un peu de confiance en lui Je pense que si on rencontre quelqu'un qui, dans le premier cas de figure du couple dont je parlais tout à l'heure, si on rencontre quelqu'un qui est vraiment en position de victime et qu'on se précipite pour le sauver, jusqu'où on peut aller, eh bien, c'est compliqué parce que est-ce que l'autre a envie d'être sauvé déjà? Oui, bien sûr, mais je veux dire, on peut quand même aider notre partenaire. C'était ça, bien sûr. ma question. Oui. Heureusement. On peut rencontrer quelqu'un qui a tendance à trop fumer et on peut l'aider à sortir de cette addiction. Alors, on peut l'aider en proposant et non pas en imposant. C'est-à-dire en disant qu'est-ce que je peux faire pour t'aider éventuellement et voir jusqu'où on peut aller. Mais si l'autre ne bouge pas lui-même, on est dans une impasse là, parce qu'on ne peut pas sauver quelqu'un ni contre son gré, ni sans son consentement, ni sans ses actes de réflexion personnelle, quoi. Bien sûr. Et en même temps, on se rend compte que dans un couple qui fonctionne bien, en général, ça nous aide à nous sentir mieux, à prendre confiance en nous, bien sûr. à améliorer notre estime. Donc en même temps, le couple est aussi un bon vecteur pour aller mieux. Oui, c'est un bon vecteur pour aller mieux, sauf s'il y a un gros problème, une grosse blessure narcissique ou un gros problème identitaire. Parce qu'à ce moment-là, ça va pas suffire. C'est-à-dire que tout ce qu'on va recueillir de l'extérieur va pas réussir à compenser ce qui manque à l'intérieur. Oui, mais alors c'est terrible, Hélène Vecchiali, parce que ça voudrait dire qu'il faut surtout pas aimer ou s'engager avec quelqu'un qui est trop blessé. Alors les pauvres gens qui sont trop blessés, ils font comment? Ils n'ont pas le droit à l'amour. Si, bien sûr qu'ils ont droit à l'amour, mais on peut très bien être très blessé, être dans un couple, justement se sentir mieux grâce à cet amour-là, et puis avoir envie de faire un chemin soi-même. C'est ça, c'est-à-dire et pas tout attendre de l'autre. C'est-à-dire à partir du moment où on est dans un couple et où on attend que l'autre soit notre infirmier ou notre infirmière, c'est compliqué. Oui, compliqué. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on peut aimer quelqu'un qui ne va pas bien, mais il ne faut pas vouloir le sauver, il faut juste le laisser faire son chemin. L'aimer suffisamment pour qu'il ait envie de faire son chemin lui-même pour se sortir de ce qui ne va pas, quoi. Et si on a envie de le sauver, ça veut dire qu'on a envie qu'il soit dépendant de nous, finalement, quelque part. Oui, et puis que peut-être on le respecte pas assez et qu'on se respecte pas assez soi-même, parce que sauver l'autre de façon excessive, ça prouve qu'on a soi-même une blessure, une grande blessure. Et de toute façon, et ça on l'entend quand même assez souvent, on aime l'autre et on croit que parce qu'on l'aime, on doit se sacrifier pour lui. Enfin tout ça c'est des fausses idées. Oui, parce que si on est dans l'abnégation totale et l'oubli de soi, eh bien on comprend bien qu'on n'a pas sa place dans le couple. Ceci étant, même le pire n'est pas sûr, hein. Il y a des couples qui fonctionnent admirablement bien sur le mode sauveur-sauvé, hein. Chacun a trouvé son système, il y en a un ou une qui sauve, l'autre qui est victime, et puis ils arrivent à fonctionner, hein. Je crois que ce qu'il faut voir, c'est quand tout d'un coup il y en a un qui souffre et que l'autre le reçoit pas et qu'on modifie pas ce qui se passe.
Mais oui, sinon, mais si on est sauveur, il ne faut pas s'attendre à ce moment-là que quand on va aller un peu moins bien, l'autre nous sauve. Ah non, là, quand on est sauveur, il faut être fort, solide, quoi qu'il arrive. Absolu, parce que c'est la fameuse métaphore de l'ambulancier là qui vous plaît tant. Quand il y a un ambulancier, donc sauveur, qui a son patient qui est à l'arrière de l'ambulance et qui roule, on sait très bien qu'à aucun moment il va pouvoir s'arrêter, puis tout d'un coup dire j'en ai marre, allez, aide-moi, je suis un peu fatigué, est-ce que tu veux pas prendre le volant? Moi je me mets derrière. Ça marche pas. Donc sauveur sauvé, vraiment quand c'est pas un sauvetage ponctuel, mais quand c'est vraiment une mission de vie, eh bien à partir de là c'est irréversible. C'est-à-dire que d'ailleurs dans mon livre je donne plusieurs exemples et je raconte qu'à un moment il y a un monsieur qui a rencontré une femme qui allait très mal, qui la sauve, qui vraiment est en permanence en soutien, à l'aider, vraiment tout faire pour la sauver. Puis un jour, il rentre du travail et sa femme lui dit ça va, et là, il s'écroule, il dit non, ça s'est très mal passé, j'ai eu des gros soucis. Et sa femme lui dit je suis désolée, tu m'en parles pas parce que moi aussi je vais pas bien. C'est-à-dire que le jour où tout d'un coup il dit renvoie-moi un peu l'ascenseur, là je suis fatiguée, c'est non. C'est non, les rôles sont distribués, la règle est établie et c'est fini, on ne peut plus changer. Et donc, on se rend bien compte évidemment que de se positionner en tant que sauveur, le prix à payer à un moment donné peut être un peu fort. Oui, c'est ce que vous êtes c'est ce que vous démontrez dans le livre. Oui, même si au départ on a l'impression que ça part d'un beau sentiment d'amour. Oui, ce sont des belles personnes. Les sauveurs et les sauveuses sont des belles personnes, sont des gens qui sont capables justement d'abnégation, de s'oublier pour être complètement dévoués à l'autre. Donc c'est au départ des belles personnes, mais ce qu'elles attendent, elles l'obtiendront jamais. De l'amour, elles l'obtiendront jamais. Elles obtiendront, comme je disais tout à l'heure, de la reconnaissance, de la gratitude, mais jamais d'amour. Des remerciements, mais c'est pas d'amour. Et voir à un moment donné un rejet, puisque l'autre qui ira mieux pourra rejeter son sauveur. À un moment où il va mordre la main qui la nourrit, parce que le sauvé aussi vit des tragédies. C'est pas le sujet de mon livre, mais bien évidemment j'en parle. Les tragédies du sauvé, j'en citais que 2, mais la toute première des tragédies, c'est qu'il est en dette. Et oui. Parce que l'autre l'a vraiment aidé, donc il est englouti par une dette qui est non remboursable, parce que souvent on sauve sa vie, l'autre lui a sauvé la vie, il a sauvé d'une dépression, d'un burn-out, d'une envie de se suicider. Donc ça peut pas être remboursé, ça. Donc il y a cette dette qui est irremboursable et qui fait que le sauvé se sent très très mal. Et puis une deuxième tragédie, c'est que l'autre a été témoin de sa déchéance. C'est-à-dire que l'autre a été témoin j'étais moins que rien, j'arrivais pas à me sortir de là tout seul, je me suis mise dans une situation impossible. Et c'est vrai qu'on n'aime pas toujours garder devant soi quelqu'un qui nous a vu dans cet état-là. Voilà. Eh bien, on va en parler avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. N'hésitez pas, c'est Véronique qu'on retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sauver l'autre, non, l'aider, oui, mais ne pas le ou la sauver. C'est le propos d'Hélène Vecchiali qui est avec nous à l'occasion de ce livre, La tragédie des sauveurs, aux éditions Marabout. Véronique est avec nous maintenant. Bonjour Véronique. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Hélène. Donc le problème du sauveur, j'y ai déjà réfléchi. Oui. Et parce que j'ai eu vraiment tous les schémas, une inversion parentale, c'est-à-dire que je suis venue en aide à mes parents. Je pensais que c'était ma mère qui était malheureuse, mais en y réfléchissant, je pense que c'était mon père. Et j'étais toujours avec lui, je l'aidais beaucoup. À 16 ans, il est décédé, donc là je me suis retrouvée seule. Et cette fois, j'ai aidé maman. Donc c'est-à-dire que moi, je me suis mis totalement en retrait au moment de l'adolescence. Je sortais pas, j'étais... Donc une vraie sauveuse. Oui, une vraie sauveuse, hyper sensible. Et ensuite, lorsque je suis arrivée à l'âge où on fréquente et on se met en couple, j'ai choisi quelqu'un qui était dans la souffrance, alors que j'aurais pu être avec des hommes parfaitement équilibrés, joyeux. Non, j'ai choisi quelqu'un de malheureux, en fait, qui avait aussi un parcours difficile, un père absent, une mère dépressive. Voilà, ça a construit quelque chose de très, très bancal par la suite.
Ensuite, professionnellement, la même chose. J'ai toujours pris des challenges. J'ai jamais pris des travaux qui étaient tranquilles. J'ai toujours essayé de sauver des situations dans des entreprises. Donc, grosse fatigue et autres. Et vampirisé aussi par un époux. Enfin, il faut vraiment être solide. Merci d'être avec nous, Véronique, parce que nous avons le prototype de la sauveuse, Hélène Vécali. C'est un cas d'école. Oui, c'est exactement ça, un cas d'école. Mais c'est intéressant ce que vous racontez, Véronique, parce que Hélène Vécali nous l'a dit dans l'intro, je ne sais pas si vous avez entendu, que très souvent, le sauveur ou la sauveuse a essayé de sauver ses parents. Donc là, non seulement votre père, mais votre mère. Voilà, non, mais ça, on choisit. Alors après, on dit qu'on ne choisit pas ses parents, je ne suis pas si sûre, parce que j'ai lu le bouquin de Gounel dernièrement, qui est Bienvenue au paradis. Et c'est assez intéressant quand il dit qu'en fait, si on a des parents qui sont difficiles, on développe des capacités qui sont presque surhumaines. Et j'en suis un petit peu persuadée aussi. Donc quand on arrive à un âge adulte et quand on prend de l'âge, tout ça, ça devient bénéfique en fait. C'est assez drôle. C'est ce qu'on appelle la résilience. Vous avez su de votre handicap, si je puis dire, parental, en faire une force. Ouais, c'est vrai que le handicap, ça rend plus fort. Et donc, actuellement, ce qui est drôle, c'est que j'ai rencontré une personne qui est elle aussi sauveuse. Bon, c'est un homme, oui, alors dans ce cas, c'est magnifique. Donc, vous vous sauvez tous les deux. Tous les problèmes se règlent. Ouais, là, tous les problèmes se règlent. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde, je pense, de faire cette rencontre. Donc ça, c'est c'est-à-dire que, surtout, ce qu'on pourrait peut-être dire d'abord, Véronique, c'est que si vous avez rencontré un homme qui est sauveur, c'est un homme qui va bien. C'est un homme qui va bien, oui, parce que c'est un homme très fort intellectuellement, physiquement. Donc il n'a pas besoin d'être sauvé. Non, il n'a pas besoin d'être sauvé. Oui. Mais comment vous avez fait pour basculer dans un couple plus équilibré, c'est-à-dire d'abandonner votre panoplie de sauveuse? Écoutez, moi, il n'y a qu'une seule solution. Ça va vous paraître un peu bizarre, mais c'est la prière. Il n'y a qu'une chose qui aide vraiment, qui peut vous sauver, c'est de s'en remettre au plus haut, parce qu'on n'est pas grand-chose. Et c'est comme ça que je m'en suis sauvée. Moi, j'ai failli avoir la fibromyalgie, j'ai eu un travail très dur. Franchement, c'est vraiment en prenant des inspirations en dehors que j'ai pu même trouver les chemins. Parce que sinon, si on s'en met à sa raison pure, on n'y arrive pas. Oui, on peut aussi, bien évidemment, choisir d'autres chemins. Effectivement, moi, dans mon livre, je propose de se questionner sur les raisons qui nous amènent à être sauveurs, de revisiter son enfance, et puis d'accepter de renoncer à sauver la planète et à imposer son sauvetage et plutôt à le proposer. Mais j'entends ce que vous dites. D'ailleurs, Jésus était sauveur. Je n'ai pas de comparaison possible, mais disons que j'ai même pas choisi, en fait, ça s'est imposé à moi. Vous savez, il y a des moments, les choses, elles s'imposent. Il faut faire attention dans la vie, il y a des signes de partout qui arrivent, et vraiment... Oui, mais Véronique, vous parliez de Laurent Gounel, et vous parlez de votre spiritualité. Oui, ça donne du sens à sa vie, ça donne de la force, ça permet de s'élever, justement, et c'est très bien, et vous avez raison, c'est une puissance nouvelle que vous trouvez grâce à la prière, et je ne peux que vous encourager à continuer, bien sûr. Non, je suis assez détachée de ça. Attendez, je suis très critique par rapport à ça. C'est-à-dire que il y a des choses qui arrivent dans la vie malgré soi. On croit tout maîtriser, et il y a des choses qui nous tombent dessus. Et là, franchement, ça mérite réflexion. Vous dites qu'est-ce qui se passe et comment j'analyse, parce que vous êtes beaucoup dans l'analyse, Brigitte, c'est assez extraordinaire. Moi, je vous admire beaucoup. Et il faut se poser des questions. Il ne faut pas ne pas voir, ne pas rester aveugle par rapport à ces situations. On est dans un monde là, c'est hyper matérialiste, on veut tout avoir, mais on n'a pas besoin de grand-chose en fait. Et si on arrive à se détacher aussi des personnes toxiques, parce que moi j'étais avec un homme hyper toxique, et se prendre en charge, parce que c'est dur quand même. On a pris en charge ses parents, après on tombe avec une personne toxique qui nous prend en charge en facette en fait, mais dans le fond tout est inversé.
si on arrive vraiment à retomber sur ses pieds, c'est difficile, hein. C'est ce qu'on appelle prendre le taureau par les cornes, et bien c'est là où on s'en sort. Mais ça demande beaucoup d'énergie. Oui, mais j'ai l'impression que je ne comprends pas très bien, parce que tout à l'heure vous disiez il ne faut pas analyser, il faut se laisser porter par la prière, enfin dites-moi si je me trompe. Non, et puis maintenant vous dites il faut quand même analyser. J'ai jamais dit qu'il fallait se laisser porter par la prière. Alors, là, d'accord, donc j'ai mal compris. Je me suis mal exprimée. Non, j'ai dit qu'il faut aller chercher les forces ailleurs. Voilà, il faut chercher les forces ailleurs et que, voilà, dans l'écoute peut-être. Voilà, oui, enfin, vous avez cherché ailleurs et ça vous a donné une force qui est en vous. Je crois qu'on peut dire ça de manière plus synthétique. Vous êtes aujourd'hui, vous êtes posé et du coup, vous n'avez plus besoin de sauver l'autre et vous avez pu rencontrer quelqu'un avec qui il y a une relation harmonieuse. Oui, être posé, c'est être à sa place. Vous avez raison. Quand vous dites posé, c'est être à sa place. Oui, j'ai trouvé ma place. Ouais. Bravo. Oui, bravo. Merci beaucoup. Je vous en prie, vous m'aidez aussi. Merci beaucoup. Écoutez, merci aussi de votre témoignage qui peut en aider d'autres. Merci Véronique. Merci Véronique. Merci, au revoir. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant avec notre Sexy News, Fleur Chérie qui nous rejoint. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Hélène Vecchiali, nous retrouvons Fleur Chérie dans quelques mois. Il va faire beau et nous pourrons aller sur la plage, hein, c'est ça ? Mais oui, c'est ça. C'est bientôt l'été. Le soleil timide commence d'ailleurs à arriver sur la France. Et comme chaque année, la plage va cristalliser toutes les attentions et les tensions. L'année dernière, déjà, un sondage IFOP sortait ce chiffre choc. Une femme sur deux avait déjà ressenti une forme de harcèlement sur la plage, comme des gestes grossiers ou des regards insistant. Alors ce chiffre, il est assez intéressant à analyser parce qu'il est presque politique. C'est surtout deux catégories de population sur lesquelles il est surreprésenté, les jeunes femmes de 18 à 24 ans et les femmes d'extrême gauche. Donc on peut se poser plusieurs questions. Comment on reconnaît des femmes d'extrême gauche en maillot de bain ? Parce qu'elles ont le sein gauche plus lourd que le sein droit. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Ça penche trop à gauche. Lorsque l'on fait un sondage, il y a plusieurs questions qui sont posées, notamment l'âge de la personne et puis pour qui on vote. Est-ce qu'on est en couple, pas en couple. Il y a aussi même des questions qui étaient intéressantes. C'est est-ce qu'on s'estime jolie ou pas jolie. Donc quelle est notre valeur, on va dire, auto-évaluée. Et bon, il y avait aussi une surreprésentation chez les femmes jolies, mais bon, ça, qui s'estimaient en tout cas jolies. Mais bon, ça paraît plus évident. En tout cas, 18-24 ans, extrême gauche. Donc plusieurs questions. Est-ce que l'on est de facto plus harcelé quand on est jeune et que l'on oublie avec le temps la pression du harcèlement? C'est peut-être possible. Est-ce que le niveau de tolérance à la violence a changé en 10 ans? Est-ce qu'appartenir à un camp politique nous sensibilise plus facilement à un certain type de comportement? Ou est-ce que la jeune génération est confrontée à plus d'incivilité sur les plages qu'auparavant? C'est peut-être aussi un mélange des trois, mais en tout cas, c'est un chiffre qui est en nette augmentation. Et il n'empêche que cela change légèrement la couleur des plages. Il y a la disparition du topless, à la fois pour des raisons de prise de conscience sur le cancer de la peau, mais aussi pour des raisons de comportement incivique, notamment un comportement qu'on ne voyait pas avant. Les femmes qui ont peur... Alors, je m'excuse de vous couper, mais c'est important, je me suis renseignée. On n'a pas plus de cancer de la peau quand on bronze les seins nus que les seins couverts. Hein. Je veux dire, le sein n'est pas un vecteur supplémentaire de cancer de la peau. Hein. Je suis d'accord. En fait, vous avez raison. C'est que les personnes qui ne le faisaient pas mentionnaient cette raison-là. Donc en fait, c'est une raison inconsciente. Elle n'est pas forcément vraie. Vous avez raison. Elle n'est pas juste maintenant. Elle n'est pas juste. Maintenant, les gens ne le font pas pour cette raison. En fait, le bronzage, c'était vraiment la mode des années 80-90 sur la fin. Et puis il y a une sorte de retour en arrière. L'exposition de la peau de façon générale, même le vieillissement, on est plus sensibilisé au fait que la peau peut vieillir au soleil, ça a impacté de façon générale. Après, bien sûr que si on s'expose énormément au soleil, on peut plus facilement avoir un cancer de la peau. Sûr. Mais c'est pas parce qu'on a exposé ses seins nus. Exactement. Mais les gens inconsciemment font le lien en tout cas dans leur tête, et c'est l'argument qui revenait en petit 1 avec les comportements bien sûr inciviques. Un comportement incivique qui vient d'apparaître, c'est les femmes qui ont peur aujourd'hui qu'on les prenne en photo et qu'on les publie sur les réseaux sociaux. Ça, évidemment, ça n'existait pas il y a 20 ans et c'est un comportement supplémentaire. Il y a des dispositifs municipaux qui se déploient également. Je pense à Safer Play
C'est un dispositif qui a été lancé par la ville de Marseille en 2022, une application qui permet de faire appel à des médiateurs dans les cas d'harcèlement signalé via l'appli. Les médiateurs devraient sensibiliser les personnes qui ont des comportements déplacés et éduquer au consentement. Ce dispositif s'accompagnait aussi d'une campagne de publicité plus générale dans la ville. Et alors, dans ce même sondage, on apprend que ce type de dispositif qui est censé sécuriser les femmes n'invite pas forcément les femmes à se libérer sur la plage. Au contraire, le fait d'évoquer les violences et les comportements inciviques à la plage les invite plutôt à la prudence et à la pudeur, bien sûr. On peut aussi voir dans cette tendance pudique qui revient sur les plages quelque chose de très français. En 2019, alors que seulement 22% des Françaises concédaient avoir déjà bronzé seins nus, les Allemandes étaient, elles, 34% et les Espagnols, 48%. Alors pourquoi ces chiffres si élevés chez nos voisins? Principalement parce que l'Allemagne est le berceau du naturisme, donc ils ont évidemment un autre rapport au corps, mais aussi parce que l'Espagne est un pays avec une législation très ouverte sur la nudité. En fait, c'est permis partout d'être nu, sauf s'il y a un règlement qui dit l'inverse. En France, c'est le contraire. La nudité est considérée comme de l'exhibition sexuelle. Il faut donc la pratiquer là où il y a un arrêté municipal qui le permet. La plage française est donc un territoire qui est fascinant parce que c'est un lieu d'observation et de crispation des mutations sociales. On y voit l'évolution de la pudeur, l'évolution des rapports entre les hommes et les femmes et l'évolution de notre rapport à notre propre corps. Un monde qui change très vite et qui est souvent très chargé en émotions. Alors moi j'ai pas du tout suivi la mode parce que c'est pas. Est-ce que la mode des maillots de bain est de plus en plus couvrant? C'est fini les strings. Voilà, je voulais pas encore rentrer dans le débat du burkini qui est aussi un débat qui chaque année, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Évidemment enflamme les médias. Non mais sans parler du burkini, est-ce que les maillots de bain sont plus couvrants? Enfin pas spécialement. J'ai pas l'impression. Oui, moi j'ai l'impression. J'ai l'impression. Oui. Ah oui. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de maillots de bain une pièce, de plus en plus de maillots de bain avec des grandes culottes et plus des petits bikinis. Et puis effectivement, plus de seins nus sur les plages. Ça c'est clair, mais ça c'est pas nouveau. Hein. Et alors il y a aussi un autre facteur que j'ai pas mentionné dans ma chronique, mais qui est vrai et surtout chez les jeunes, c'est qu'il y a un rapport au corps qui évolue très vite et notamment des complexes. On voit chez les jeunes, il y a beaucoup de sondages qui montrent qu'à cause des réseaux sociaux et des corps transformés, filtrés qu'on voit sur les réseaux sociaux, les jeunes perdent beaucoup d'estime d'eux-mêmes et ne veulent plus aller à la piscine, à la plage, se déshabiller. Ça peut expliquer pourquoi ils prennent des maillots de bain plus couvrants, oui. C'est dommage. Bon, heureusement, il reste les camps naturistes. Hein. Et alors, il y a quand même beaucoup de camps naturistes en France. C'est 4 millions de naturistes, de pratiquants chaque année qui viennent sur les territoires français. 2 millions de Français, 2 millions d'étrangers qui viennent d'Allemagne et de pays nordiques sur nos terres. Donc oui, on a une très très belle population naturiste en France qui a du coup une cohabitation un petit peu originale avec ces populations où la pudeur revient sur les plages. Oui, je pense que le naturisme fait de bien à beaucoup de monde en ce moment. Merci en tout cas Fleur Chéri de ce sondage. Et puis écoutez, oui, moi je serais assez pour que chacun puisse être libre de bronzer comme il a envie, hein, parce que jusqu'à présent c'est pas interdit de bronzer les seins nus sur une plage, il faut quand même le rappeler. Oui, normalement l'exhibition sexuelle c'est pas. Alors, bon, c'est un peu compliqué parce que l'exhibition sexuelle, normalement, c'est le torse nu, mais il y a une sorte de tolérance dans les rues. Sur les plages, c'est autorisé. En revanche, on ne peut pas être les seins nus dans un magasin ou même dans la forêt, normalement. En ville. Dans la forêt, ah oui. Je crois pas. Hein. Je ne sais pas. Le loup, attention au loup. Oui. Dans la forêt. Hein? Le loup rôde. Bon, enfin bref, c'est comme ça. Merci en tout cas, Fleur Chéri. Je rappelle qu'on peut vous retrouver sur votre podcast Fantasme, un podcast qui explore les fantasmes de vos invités. Et puis on peut vous voir aussi au Suite Paradise, donc 12 rue Marie-Stuart dans le 2e, et surtout aller voir votre pièce que vous avez écrite. Oui, alors 5 à 7 ne se joue plus, mais on a Érotique Olympics tout le mois de juin, juillet et août, qui est notre nouvelle pièce de théâtre, où on voit évidemment nos sweeties faire de la boxe, de la natation, de la gymnastique et embarquer nos spectateurs avec elles. D'accord, bien, bons Jeux Olympiques, Fleur Chéri. On continue avec Philippe qui nous a rejoint, qui va répondre à 3 questions intimes. Bonjour Philippe. Bonjour Brigitte et bonjour à toute l'équipe qui vous entoure. Bonjour Philippe. Et Hélène Vecchiali qui est avec nous et à qui vous pourrez poser une petite question quand vous aurez répondu à mes 3 questions d'abord. Hein. Avec plaisir. Alors Philippe, première question, est-ce que vous avez déjà été tenté par le naturisme ?
Ah, je l'ai pratiqué même. Vous l'avez pratiqué, vous ne le pratiquez plus? C'est-à-dire qu'en vieillissant, vous voyez... alors quoi, en vieillissant? Non, mais vous allez voir, c'est tout bête. Je me suis dit que, à mon âge, qui est déjà avancé, j'étais pas forcément la star idéale pour parader sur la plage. Ah oui, mais je pense pas que le naturisme ce soit de l'exhibition pour montrer sa belle, stature corporelle. Vous avez sans doute raison. Mais bon, à un moment, je faisais ça. Puis après, alors c'est vrai que maintenant, il faut dire aussi que j'ai fait beaucoup de navigation. Et tout nu sur un bateau, c'est dangereux. Ah, ça c'est autre chose, oui. Parce que quand vous avez à surveiller tout ce qui est voile, phoque et compagnie, encore que les catamarans, on peut bitcher avec, c'était assez sympa. Mais on a fait effectivement des séances où on va dire on était quasi nus toute la journée, quoi. C'est-à-dire que, mais quand vous pilotez un truc comme ça, vaut mieux avoir le maillot de bain et la bouée pas loin au cas où on tombe à l'eau. D'accord, bon. Voilà, mais bon, c'est anecdotique. Non, c'est tout à fait intéressant. Deuxième question, Philippe, est-ce que vous êtes tenté par le polyamour? Ah, ça m'est arrivé plusieurs fois. Vous avez tout fait, vous, Philippe. Hélas, à mon âge, oui, c'est normal. Pourquoi hélas Pas hélas, non, je dis hélas. Hélas pour mon âge. Voilà. D'accord. Quand on est vieux, on aimerait être plus jeune. Mais effectivement, si je raconte... Bon, alors, troisième question, Philippe, est-ce qu'à votre âge, vous bandez encore? Ah oui. Alors, tout va bien, il n'y a pas de hélas. Tout va bien. Là, il n'y a aucun problème. Bon, alors, tout va bien. Voilà. Oui, c'est pas de ça que je me plains. Je me sens rassurée. Rassurée, sans problème. Bon, très bien. Vous pouvez poser une question. Hélène Vecchiali vous écoute, Philippe. Alors, moi, aujourd'hui, je vous le dis solennellement, en cette période où on entend tous les jours le mot guerre, je suis en train de lancer une vaste opération pour la paix. La PIS, et on va même créer un site internet qui va s'appeler Peacebook, le livre de la paix, et nous lançons mais ça, je voulais en parler à Patrice Roger d'ailleurs, pour être que Sud Radio soit un relais de cette organisation. On refait, vous savez, les grands concerts qui ont eu lieu à l'époque de Bob Geldof, où les Beatles chantaient Give Peace a Chance, We Are the World, etc. D'accord. Et alors, c'est quoi votre question, justement? Alors, ma question, c'est pourquoi, aujourd'hui, on ne parle pas de paix à la radio, y compris de la paix en amour, parce que nous avons les viols permanents des femmes, la non prise en charge des déclarations par la police. On vit dans une société violente. On vit dans une société violente parce que tous les matins, vous entendez... D'accord, mais votre question, Philippe... Nous sommes en guerre, alors que moi, je milite pour la paix. Alors, ma question, c'est il faudrait imposer la paix, pas par la force, je suis pas... Non, mais là, c'est pas une question, là. Mais ma question, dans le couple, nous avons la même problématique. Nous avons, j'assiste, moi, autour de moi, une guerre entre les hommes et les femmes, et ça m'attriste. Il y a vraiment... Il y a une violence. D'accord, mais votre question, Philippe, s'il vous plaît. Ma question, c'est est-ce qu'elle a une idée pour que la paix règne dans les ménages? Bon, voilà une question. Écoutez Brigitte Lahaie sur Sud Radio. Oui, alors je suis d'accord avec vous. Non, là, Hélène, vous je dis ça à moitié en plaisantant, mais je plaisante pas du tout parce que en permanence, les gens qui vous appellent entendent des réflexions, des suggestions, des questionnements qui leur permettent d'être plus en paix avec eux-mêmes et avec les autres. Et voilà, et vous avez une certitude. Vous avez donné la réponse, Hélène Vecchiali. Pour être en paix, Philippe, il faut être en paix avec soi-même. À partir du moment où on est en paix avec soi-même, on n'a pas envie de déclarer la guerre à l'autre. Si on a envie, et si une société n'est pas en paix, on a envie de déclarer la guerre. Donc peut-être que Macron n'est pas en paix avec lui-même. Voilà. Bah oui, parce qu'il n'arrête pas de dire nous sommes en guerre. Il faudrait lui poser la question. Ça va arriver, quoi. Non, mais... Vous savez ce que c'est? Des fois, le mauvais karma. Bon, ça existe. Quand vous répétez
comment dire, je vais pas dire le terme. Pour moi, c'est une insanité de parler de la guerre. Arrêtez d'en parler alors, Philippe. Mais vous avez raison, si on répète sans arrêt quelque chose, on finit par... Voilà, vous avez donné la réponse. Moi, je vais répéter la paix tous les jours. Eh bien, vous avez bien raison. C'est mon dernier combat. Parce que à mon âge, je pense qu'après... Vous voyez le mot combat, peut-être qu'il faut l'éviter aussi dans votre vocabulaire. C'est un combat, on va dire, qui n'est pas un combat violent. Ça fait 2 fois que vous le dites. Vous voyez, il faut... C'est pas violent. Oui, je pourrais dire je vais faire la guerre à la guerre, non. Mais moi, je vais faire la paix. Vous voyez la nuance. Et faire la paix, c'est tout sauf faire la guerre. Voilà. Et ça peut être un combat parce que c'est un combat avec vous-même, avec nos pulsions, nos instincts guerriers. Philippe, on n'est pas dans une émission philosophique, on va en rester là et je vous souhaite... Je vous souhaite beaucoup d'amour parce que c'est ça l'amour et la paix. Exactement, mais c'est exactement ça. C'est comme ça que je le vois. De la même manière, tout à l'heure, je vous écoutais quand on parlait d'alimentation. Moi, je dis, par exemple, la cuisine, c'est un acte d'amour. Quand on fait autre chose que d'aller prendre une pizza idiote congelée, quand on fait de la cuisine à quelqu'un ou à nos amis, c'est une preuve d'amour. On est d'accord. C'est une preuve d'amour. Eh bien, merci beaucoup, Philippe. On fait une petite pause. Philippe. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec vous, bien sûr, 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Hélène Vecchiali, psychanalyste, auteure de nombreux ouvrages, notamment La tragédie des sauveurs aux éditions Marabout. Et nous évoquons justement ce sujet aujourd'hui. Est-ce qu'on peut sauver l'autre? Est-ce qu'on peut être le thérapeute de son ou sa partenaire? Et Lionel est avec nous. Bonjour Lionel. Bonjour Brigitte, bonjour Hélène. Bonjour Lionel. Merci d'être avec nous Lionel. Merci à vous. Alors, peut-on être un sauveur? Écoutez, moi je dois avoir ce complexe-là. Je l'ai été pendant des années. On s'est eu il y a quelques mois, justement, sur ce sujet, parce que c'est quelque chose qui revient régulièrement, justement. Ça fait partie des choses de couple des fois un petit peu compliquées. Moi, j'avais bien noté il y a quelques années que vous aviez dit qu'on ne pouvait pas être le thérapeute en fait de son partenaire et que il fallait faire attention justement à ne pas le devenir. Moi, j'ai eu un parcours un petit peu compliqué avec mon épouse. En fait, elle a fait une très grosse dépression pendant 3 ans. Enfin, bon, le sketch a duré pendant à peu près 5 ans. Et moi, je fais partie des gens qui ne jettent pas les choses, qui les réparent et qui mettent tout en œuvre pour les réparer. Et c'est la première fois de ma vie en fait où je suis confronté au fait que je ne puisse pas réparer justement les choses. Ah oui. Parce que vous vous battez, vous essayez de trouver des solutions. Donc moi je suis quelqu'un d'assez élémentaire, on va dire. Donc du coup vous retournez en fait tout ce qui se lit, tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit. Vous cherchez conseil auprès de beaucoup de gens, vous essayez d'analyser tout ce qui se trouve en fait autour de vous, vous y passez des heures, des jours, des mois, et puis pour un résultat en fait proche du néant. C'est très particulier comme situation parce que c'est très difficile, Lionel. En fait, vous prenez un mur à chaque passage. En fait, si vous voulez, vous prenez vraiment des portes dans la tête régulièrement. Vous bataillez, vous tournez en rond. Est-ce qu'elle était comme ça quand vous l'avez rencontrée ou c'est juste après? Non, moi ça faisait 25 ans. Alors on s'est séparés depuis, mais ça faisait 25 ans qu'on était mariés. Enfin, la suite de l'histoire, c'est que après ce genre de passage, on va dire extrêmement complexe, généralement, vous avez des psys qui orientent, qui orientent. De toute façon, il faut bien trouver une solution. Donc, généralement, le psy, il oriente d'abord le travail. Après, est-ce que les enfants sont pas trop durs? Et puis, le dernier de la liste, généralement, c'est le conjoint. Non mais pendant 25 ans, elle allait plutôt bien, votre compagne. Oui, mais ça a toujours été, tout à fait, mais ça a toujours été des tempéraments, on va dire un peu pessimistes, un peu, et puis elle a beaucoup d'hérédité aussi en termes de on va dire de dépression. Il y a beaucoup d'antécédents en fait dans sa famille, que ce soit son père, sa grand-mère. Enfin, il y a quand même une hérédité. Donc ma question c'était quand vous l'avez rencontrée, c'est important pour la suite. Quand vous l'avez rencontrée, elle, bien sûr, elle n'était pas en pleine dépression comme ce que vous décriviez tout à l'heure, mais elle avait quand même un tempérament plutôt dépressif.
C'est ça, il y avait des signes en fait, parce que bon, elle était luxpé, donc évidemment c'est des milieux qui abîment profondément, qui vous abîment l'âme, faut être clair, parce que vous en prenez plein la tête, ça vous abîme pas le corps, mais ça vous abîme la tête. Et en fait, quand on a eu notre première fille, déjà elle manifestait en fait des signes d'altération de son état, quoi, parce que ça tape un peu sur l'esprit. Et moi, pour son bien entre guillemets, je lui avais dit qu'il fallait qu'elle fasse un break le temps que notre fille arrive, que tout se passe bien, quoi, pour essayer de la préserver au maximum. Ça lui avait fait beaucoup de bien. Elle est retournée dans ce milieu-là après, ça l'a replongé un peu, et puis en fait elle a fait des va-et-vient comme ça régulièrement. Et c'est vrai que c'est une accumulation en fait. C'est de toute façon vous arrivez pas au fond du trou d'un coup. Vous y allez marche par marche, mais vous y allez. Et le dernier en date, c'est grosse remise en question, c'est aussi vis-à-vis de l'âge, c'est-à-dire que 45 ans, presque 50 ans d'ailleurs, et puis un point sur sa vie, et puis le travail qui vous oblige à prendre des médicaments. C'est une descente. Ce qu'on entend en fait, Lionel, c'est que malgré tout, vous avez choisi quelqu'un qui avait plutôt besoin de vous que... Oui. On est bien d'accord. Voilà. Oui, Et est-ce que vous pourriez dire que quand vous étiez petit, vous aviez déjà ce tempérament de sauveur ? J'ai toujours aimé réparer les choses et sortir les gens de situations merdiques. Voilà, faut être clair. C'est ça. Donc vous avez le syndrome du sauveur. Ah oui, tout à fait. Alors par contre, il y a quelques mois, et c'est ce que j'ai dit à votre collaboratrice, en fait, j'avais pas. Il y a quelques mois, donc quand on s'est eu, j'en étais là. Et puis, il y a quelques temps, ma nouvelle copine, entre guillemets, m'a fait un petit syndrome dépression. Et je me suis rendu compte que je n'ai plus de réserve. Je suis arrivé au bout de mes réserves, en fait, d'empathie et de sauveur. C'est-à-dire que je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là que je n'avais plus de filtre, en fait. Vous n'aviez plus envie de ce rôle-là ? Plus envie. Mais quand vous dites ma nouvelle copine, ça veut dire que vous êtes séparé de votre femme ? Oui, on est divorcés. Ouais. D'accord. C'est séparé. Donc du coup, c'est vrai que je me suis rendu compte à ce moment-là que je n'avais plus envie de ce rôle-là. Vous êtes peut-être sauvé alors. Vous êtes sauvé tout seul, bravo. Alors c'est sûr que, vous voyez, j'ai toujours quand même ce tempérament parce que dans mon métier, moi je suis dans le bâtiment, mais je fais une part du bâtiment qui est très particulière. Et c'est vrai que j'aide les gens quand même à mener à bien tous leurs projets. Non mais on peut aider les gens sans être un sauveur rédhibitoire. Compulsif. Exactement. Et c'est bien d'être généreux, d'aider les autres. Ce qu'il ne faut pas, c'est se perdre de faire que ça et s'oublier. Et donc, vous avez rompu avec votre nouvelle copine ? Non, pas du tout. En fait, elle a bien compris parce qu'elle connaît mon passé, donc elle a bien compris qu'elle s'en est rendue compte, en fait, que je n'avais absolument plus de filtre et que je n'allais pas accepter... et qu'il fallait qu'elle aille chercher de l'aide ailleurs. Exactement. Comme je dis, je suis pas là pour ça et c'est hors de question que En fait, de toute façon, je vais vous dire, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que quand vous avez des gens comme ça qui plongent, quand vous avez des personnes qui plongent, vous pouvez les aider en étant pas trop loin, mais en fait, le combat, il se mène en eux-mêmes. Il y a personne d'autre qu'un psychiatre qui peut les aider. On ne change pas l'autre, non, exactement. Ça c'est clair. Et en fait, vous pouvez y dépenser, mais l'énergie que vous voulez. Je peux vous assurer que moi, j'ai une énergie qui est quand même assez redoutable. On l'entend bien, Lionel. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais être obligée de vous couper, Lionel, parce qu'il faut que je laisse la place aux infos. Merci en tout cas. Merci de votre Merci Lionel. Avant de laisser la place aux infos, justement, il y a une petite devinette, comme toujours, Hélène Vecchiali. Dans un gangbang, pourquoi les hommes se sentent toujours à la hauteur ? La réponse, ce sera tout de suite après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Hélène Vecchiali est avec nous. Vous l'avez dit en début d'émission et on l'entend quand on entend Lionel. On entend que c'est des belles personnes, les sauveurs. C'est des personnes qui sont dynamiques, optimistes, qui ont une énergie. Oui. Ce sont des vrais soleils, des gens qui aiment les autres. Et qui se donnent corps et âme pour les aider et au-delà de ce que n'importe qui pourrait faire. Mais souvent, c'est au détriment de leur propre vie, C'est-à-dire qu'ils sont animés de cette volonté de sauver et de s'oublier en même temps.
Alors justement, si vous avez envie de sortir de cette tragédie des sauveurs, le titre du livre de Hélène Vecchiali, je vous invite à le lire, La tragédie des sauveurs, c'est aux éditions Marabout. Avant de donner la parole à Nina qui nous a rejoint, est-ce que je peux avoir ma réponse à ma devinette? Hélène Vecchiali, dans un gangbang, pourquoi les hommes se sentent toujours à la hauteur? Brigitte, je suis nulle avec vos devinettes, je les trouve jamais. Pas du tout, c'est facile là. C'est parce que dans un travail d'équipe, quand il y a une erreur, on peut toujours accuser quelqu'un d'autre. Ah. Donc dans un gangbang, les hommes sont toujours à la hauteur, c'est jamais eux le mauvais. Bonjour Nina. Bonjour Brigitte, bonjour à Hélène. Bonjour Nina. Comment vous dire que je pense être tombée dedans, dans la marmite dès la naissance. Moi, oui. Vous avez été biberonnée au sauvage. Oui, d'abord parce que je suis ce que j'ai compris bien plus tard, ce qu'on pourrait appeler un bébé médicament, c'est que je suis venue sauver ma mère de son impossibilité précédente d'avoir des enfants. Oui. Donc je lui ai prouvé, je suis arrivée comme l'enfant roi, l'enfant sauveur, et de lui permettre de prouver aux autres personnes de sa famille qui à un moment donné lui disaient mais de toute façon il faut que tu te fasses une idée, tu n'auras jamais d'enfant et puis c'est comme ci, et c'est comme ça, donc je suis arrivée un peu inespérée et ça m'a mis de suite la charge en fait de sauver parce que je réfléchissais. Mais votre maman était un peu déprimée, elle était un peu inquiète. Oui, elle a vécu auparavant déjà une fausse couche assez lourde puisqu'elle m'en avait raconté, elle m'a raconté les détails et elle l'avait. Vous êtes devenu un peu sa confidente. C'est vrai que quand le parent parle un peu trop à son enfant comme si c'était son confident, c'est déjà le prendre pour un sauveur. Exactement. Exactement. Alors pour le coup là, j'ai dû essayer de sauver les deux parce que les deux me l'ont fait. Donc et puis après, il se trouve que elle a été enceinte une deuxième fois très très rapprochée de moi et j'ai eu en charge mon frère donc très jeune et ça n'a fait qu'amplifier le phénomène. Mais oui. Et puis de mémoire, je me souviens que déjà à la maternelle, j'avais à cœur de protéger les plus faibles. C'était vraiment quelque chose qui me fait réagir très fortement. Je me suis occupée de ma mère. Alors c'est intéressant ce que vous dites là, parce que je vous pose la question, Hélène Vecchiali. Est-ce que avoir envie de protéger les plus faibles, c'est pas forcément une indication qu'on est sauveur, ou est-ce que c'est ça s'accumule, c'est-à-dire s'il y a que ça, non. Mais de ce que décrit Nina, c'est qu'il y a les parents, il y a le frère, et de fait, elle est embarquée dans une logique où elle pense que c'est sa mission sur Terre, quoi. C'est d'être la confidente de ses parents, qui sont suffisamment faibles pour pouvoir s'appuyer sur elle alors qu'elle est toute petite, et par conséquent, dès qu'elle voit des faibles, eh bien, elle y va, quoi. C'est ça. C'est ça. Il y a une chose qui m'est complètement insupportable au point de devoir parfois réagir, et je le fais. C'est les enfants qui sont malmenés par les adultes. Alors ça, vous avez été malmené, alors moins visiblement que d'autres, mais c'est un traumatisme qui est moins visible, mais c'est un traumatisme d'avoir eu des parents qui n'ont pas pu vous protéger, qui n'ont pas pu vous donner un sentiment de sécurité, qui n'ont pas pu vous porter. Et c'est vous qui avez porté vos parents. Donc c'est sûr que dès que vous voyez des enfants malmenés, inconsciemment ou consciemment, ça fait écho. Ah oui. Mais c'est assez lourd. Un enfant
qui crie, qui pleure. Vous savez, ces pleurs assez caractéristiques de souffrance, de douleur. On les reconnaît. C'est pas un enfant qui chouine et qui est pas bien. Oui, alors attention quand même à cette interprétation. Hein, il y a des enfants qui crient fort. C'est pas toujours signe d'une très grande souffrance non plus. Hein. Non, mais ce qu'elle dit, Nina, et je suis d'accord, moi, c'est que quand soi-même on a été malmené fort ou doucement, on repère très très bien la différence chez les enfants. On va plus facilement interpréter ça comme quelque chose qu'on a vécu. Les deux se discutent. Hein, oui. En tout cas, il y a des pleurs d'enfants dont on repère qui ne sont pas des caprices, qui sont des pleurs d'enfants qui souffrent et qui souffrent psychologiquement plus qu'autre chose. Là, en l'occurrence, j'ai en mémoire une situation où j'ai apprécié, avant d'intervenir, j'ai analysé le contexte, parce que j'ai vu la maman qui perd des pieds et qui secouait son enfant dans tous les sens. Là, il y a un geste qui laisse penser que l'enfant est en danger, bien sûr. Voilà, j'ai pas pu laisser les choses de la sorte, mais c'est pour moi viscéral, quoi, en fait. Hein. C'est vraiment, ça part du plus profond, et c'est des fois quelque chose que j'arrive pas à maîtriser, au point que quand il y a un contexte où je suis en magasin, où je le perçois et où je me dis tu ne peux pas intervenir à chaque fois, ou des choses comme ça, je suis obligée de partir. Il faut que je m'éloigne, quoi, en fait. Oui, la blessure est encore très vive. Oui. Et puis après ça, j'ai soigné mon frère qui a été en psychiatrie, où je me suis retrouvée dans l'obligation. J'ai pas su faire autrement que d'aller. Et dans votre vie affective, vous avez évidemment, j'imagine, tendance à prendre des partenaires très très blessés, très. Oui. Je le découvre malheureusement aujourd'hui un petit peu à mes dépens. Je suis tombée sur un homme qui a une difficulté dans l'attachement, qui a un trouble de l'attachement et qui fait de la dépendance affective. Et je l'ai nourri. On s'est bien trouvés, hein, vous me direz tous les deux, hein, mais je lui ai fourni entre guillemets sa drogue parce que au moment où j'en ai pris conscience, c'est le moment où j'ai découvert addict à de la pornographie et d'autres éléments, et que j'ai réalisé que parce que j'étais plus en son moment, elle s'était déclenchée, son addiction s'était déclenchée, parce que moi j'étais plus en mesure à un moment donné de ma vie de lui fournir ça, en fait, de le sauver. Oui. Ouais. Comment vous avez fait pour vous rendre compte de cette mission qu'on vous a imposée de sauver tout le monde? Parce que vous avez l'air d'avoir un beau recul par rapport à ça aujourd'hui. Comment vous avez fait? J'ai fait 5 ans d'analyse avec un premier pas où j'ai compris qu'il fallait que je fasse stop aux autres pour me protéger moi, parce que je sentais bien que j'avais, par exemple, je me suis mis à déclencher des crises d'angoisse phénoménales parce que je percevais la peur de mon mari qui me voyait dans un moment, dans un creux où j'avais découvert un papa qui était pervers narcissique, et je m'en éloignais. Et ça m'a fait tomber, évidemment, parce qu'il a fallu que je prenne cette décision de m'éloigner de quelqu'un que j'imaginais pouvoir sauver, pouvoir guérir, et il a fallu que j'accepte que je ne pouvais pas le guérir, qu'il était comme ça, et que c'était sa décision, et que moi, il fallait que je me protège de tout ça. Il fallait sauver votre peau, là. Voilà, il fallait me sauver moi avant lui, quoi, en fait. Et puis, le fait que je prenne ce recul, ça m'a fait un peu tomber quand même. Et dans ce moment où j'étais plus en capacité de sauver mon mari, je l'ai vu perdre pied, et ça m'a filé des crises d'angoisse. Et là, j'ai été chercher à comprendre qu'est-ce qui se passait chez moi, en fait. Et c'est comme ça que j'ai compris, en fait, tout l'enchaînement. Mais ça m'a mis des années pour découvrir tous les liens. Mais c'était important pour moi parce que j'avais besoin de donner du sens à tout ce que je vivais. Oui, mais ça valait le coup parce qu'on entend que c'est clair pour vous maintenant, quoi, que vous avez un beau recul sur tout ce qui s'est passé et que vous avez compris l'origine.
Et c'est vrai que grâce à ça permet de se dégager de sa panoplie de sauveurs. Oui, de m'en dégager. Alors, j'arrive à m'en dégager. Maintenant, réussir à prendre un autre chemin que celui-là, je vous avouerai que là, aujourd'hui, je suis un peu perdue. Oh, il faut le temps que tout ce que vous avez découvert grâce à vos 5 ans de travail se mette en place. Ouais. Déjà, si vous n'êtes plus en train de regarder qui vous pouvez sauver, il y a déjà un bon travail de fait, Nina. Je les vois. Maintenant, je fais où celui-là, il aurait besoin d'être sauvé, mais je m'en vais. Voilà, mais ça, c'est des petites victoires qui vont vous amener à être vraiment en paix par rapport à ça. Oui, j'arrive à me décrocher, à me dire que je pourrais pas sauver tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui me disaient avant que je découvre tout ça, « Ouh là là, t'aurais dû être dans le médico-social, machin. » Je fais « Ah mais non, jamais. » Oui, mais encore, quand on fait un métier qui est un métier de sauveur, c'est pas la même chose que quand on s'engage tout le temps avec des personnes qu'on a envie de sauver. Mais c'est souvent les mêmes, hein. Oui, j'entends bien. Voilà, mais oui. On peut, dans son travail, nourrir des besoins qui ne sont pas forcément handicapants, tandis que quand on les nourrit dans sa vie amoureuse, on risque fort que la vie amoureuse n'aille pas bien. C'est juste ce que je voulais dire. Oui. Merci Nina, en tout cas. Merci Nina. Merci de votre appel et de ce témoignage. On fait une petite pause, on continue dans un instant, toujours avec Hélène Vecchiali, et vous pouvez vous aussi nous rejoindre sur Sud Radio au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Hélène Vecchiali nous tient compagnie aujourd'hui. Elle vous sauve de ce syndrome du sauveur. Si vous avez un peu l'impression de vouloir sauver la Terre entière, c'est le moment ou jamais d'appeler pour qu'on vous remette, j'allais dire dans le droit de chemin, non, parce que ce serait prétentieux, mais au moins qu'on vous prenne en main pour que vous vous sauviez vous d'abord. Et je crois qu'encore une fois, il faut le rappeler, il faut d'abord s'occuper de soi et ensuite seulement on peut s'occuper des autres. Oui. Hélène Vecchiali, c'est Delphine qui nous rejoint. Bonjour Delphine. Bonjour. Bonjour Delphine. Bonjour Delphine. Alors moi je me présente, je m'appelle Delphine Corti, je suis coach en développement personnel pour les hauts potentiels et les hypersensibles et j'ai été une sauveuse par le passé, donc je peux en parler et je me suis sauvée pour pouvoir arrêter de sauver les autres ou de les sauver autrement. D'accord, et alors vous étiez sauveuse dans votre vie privée Oui. Alors, dans la vie privée et professionnelle, j'ai été infirmière, donc le syndrome du sauveur, on l'appelle aussi le syndrome du pompier, le syndrome de l'infirmière. C'est vrai que ce sont des métiers de sauveurs, oui. Donc, j'ai été infirmière pendant 17 ans et j'étais toujours dans des relations de couple où j'étais avec des gentils, mais c'est ce que j'appelais entre guillemets, les gueules cassées. Je sais pas si vous voyez ce que c'est comme genre de profil. Très bien. Voilà, les garçons gentils mais qui sont abîmés, donc du coup, qui travaillaient pas, qui avaient pas le permis. Puis moi, je travaillais pour eux, je les conduisais partout et ça me fatiguait beaucoup. J'en avais plein le dos, mais voilà, comme ils étaient pas méchants, je restais avec eux en fait. Il y avait peut-être une dépendance affective aussi derrière. Hein. Peut-être un besoin d'être aimé, comme le dit Hélène Vecchiali dans son livre. Et vous avez repéré d'où venait ce goût pour le sauvetage ? Alors, moi, je pense que j'ai une blessure de rejet sur laquelle j'ai bien travaillé et je pense que le sauvetage, pour moi, c'est d'exister à travers les yeux des autres dans la reconnaissance, d'où le métier d'infirmier. Et puis, j'étais aussi chez les marins-pompiers de Marseille. Enfin, je faisais 4 emplois en même temps qui étaient beaucoup dans le sauvetage, le secourisme, etc. Et c'était pour avoir le fameux effet waouh. Waouh, tu fais ça. Waouh, waouh. Et donc cet effet waouh, il faut arriver à se le donner soi-même. C'est ce que j'ai compris en fait en évoluant. Et une fois qu'on arrive à se reconnaître soi-même, le syndrome du sauveur disparaît. Mais c'est vrai que je l'ai cherché pendant très longtemps, plusieurs années, bien 15-20 ans. Ce qui veut dire que quand vous étiez petite, déjà il y a eu cette blessure qui vous a amené à réagir comme ça ? Alors petite, je sais pas si c'est un rapport, mais je sais qu'elle s'occupe des hypersensibles. J'ai été évaluée HPI et j'ai un TDAH. Donc un grand sentiment de décalage, jamais trop invitée aux anniversaires, un petit peu la petite fille qui était toujours à fond et que du coup était trop pour les autres. Et j'avais ce besoin de reconnaissance tout le temps, genre regardez, je vaux le coup, j'existe, je sais faire des choses, je vaux le coup, mais vous me comprenez pas. Mais je pense que c'est de là qu'est venue cette volonté.
Alors, à l'époque, moi j'ai 42 ans, donc à l'époque ça se reconnaissait pas trop. On me disait juste qu'il fallait que je canalise mon énergie et que j'étais un petit peu trop vive. Maintenant, on sait pourquoi, mais voilà, à l'époque, il n'y avait pas trop de reconnaissance par rapport à ça. Donc, ils n'ont pas été maltraitants ni malveillants, mais je pense qu'ils n'ont juste pas compris mon mode de fonctionnement à l'époque. Oui. Donc vous vous êtes senti rejeté à la fois par vos camarades, mais aussi un peu par vos parents, en tout cas pas comprise. Incomprise. Incomprise. Je suis fille unique, donc je me suis toujours considérée comme le vilain petit canard, le mouton noir, l'extraterrestre, l'alien, enfin tout ce qu'on peut dire. Et c'est pour ça que je pense que je me suis vraiment tournée vers l'humain pour leur dire que malgré la façon de fonctionner, on a une empathie qui est forte et on est là, quoi. On existe. Oui. Et donc aujourd'hui, sur le plan amoureux, vous avez changé de modèle, vous ne choisissez plus des gentils complètement aux gueules cassées. Vous allez vous marier? Ah bah super. Et alors, félicitations. Alors, rien à voir. C'était quelqu'un que je n'aurais même pas regardé quelques années en arrière. C'est un mec qui a la tête sur les épaules, qui bosse, qui prend les choses en main. C'est rien à voir. Mais j'ai fait un long travail de développement personnel avant pour attirer ce genre de personnes. Je pense qu'après, on attire ce qu'on vibre. Donc, si je pensais... je vibrais pas aussi haut avant. Donc aujourd'hui, vous sentez que vous êtes aimable? Oui, totalement. J'ai bien travaillé sur moi et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi ce métier. J'ai fait cette reconversion pro. Une fois que je suis alignée, je pense que voilà, j'accompagne les autres à s'aligner aussi. Mais je suis vraiment passée par... En même temps, vous faites encore un métier d'aide aux autres, visiblement. Oui, mais je recherche plus l'effet waouh. Oui, et puis vous savez pourquoi vous le faites? Oui, voilà. Je recherche plus cet effet waouh, c'est-à-dire que peu importe ce qui se passe autour, ça n'impacte plus. Je vous taquinais, Delphine. Non, vous avez raison. Oui, mais c'est tout à fait bravo pour ce témoignage, parce que vous êtes passée de sauveuse compulsive à sauveuse saine. Et ce que disait Brigitte tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut d'abord se sauver soi-même. C'est dans mon livre, je donne plusieurs exemples, mais c'est la métaphore de l'hôtesse de l'air qui est dans l'avion et qui, à un moment, fait une démonstration de ce qu'il faut faire quand tout d'un coup il y a une dépressurisation de la cabine. Et elle explique que le masque va tomber et qu'il faut mettre le masque et respirer, etc. Et elle ajoute: si vous avez des enfants à côté de vous, surtout mettez d'abord le masque et ensuite seulement mettez-le aux enfants. Eh bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire, il faut se sauver soi-même. Et puis, à ce moment-là seulement, on va pouvoir aider les autres. Et c'est ce que vous avez fait. C'est ça, je l'avais compris. C'est ce qu'ils disent également en secourisme. D'abord, se protéger soi pour pouvoir aider les autres. Parce que sinon, on ne sert à rien. Donc, on ne sert à rien. On n'est pas optimal dans notre façon d'accompagner les gens. Je l'ai fait, mais ça prend du temps. Ça se fait pas en 2 jours. C'est du travail, c'est de l'objectivité, c'est le déclic, c'est comprendre ces modes de fonctionnement. Et je comprends qu'il y a plein de gens qui sont embourbés dans ce triangle. Oui, mais c'est ce qu'on dit souvent lorsqu'on répète sans arrêt le même genre de situation, le même genre de partenaire, ou qu'on choisit le même genre de partenaire. Ça parle de nous, forcément. Et à ce moment-là, il faut peut-être se faire aider pour comprendre et désamorcer cette répétition. Absolument. Eh bien, merci en tout cas, Delphine. Merci, Delphine. Merci de votre témoignage. Avec grand plaisir et merci à vous de faire cette émission. Merci. On va faire une petite pause. On va se retrouver pour le Love Conseil. Et puis, nous recevrons également Maïtena Biraben, qui nous parle de toutes ces femmes de plus de 50 ans qui sont peut-être un peu invisibles. Vous pourrez évidemment réagir également à Hélène Vecchiali. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Hélène Vecchiali, je propose de faire un petit test ce week-end de synchronisation. Vous allez dresser la liste de 10 choses que vous aimez faire ou que vous faites régulièrement. Alors, le sport, l'art, le jardin, les enfants. Et votre partenaire fera de même de son côté. Et ensuite, vous allez voir dans cette liste de 10 activités. Si vous avez d'abord des activités communes, ce serait mieux, parce que si vous n'avez aucune activité commune dans le couple, c'est un peu embêtant. Et puis,
puis vous allez surtout voir avec ces 2 listes si votre partenaire, vous trouvez qu'il ne s'implique pas assez dans une de vos activités, etc. C'est un petit exercice très concret qui va vous laisser, qui va vous permettre de voir, parce qu'on dit souvent qu'il faut avoir son jardin secret, certes c'est vrai, mais il faut aussi dans un couple faire des choses ensemble. Ça fait partie des 5 langages de l'amour, du temps partagé ensemble. Et si dans cette liste de 10 choses que vous aimez particulièrement, il n'y a rien de commun avec votre partenaire, il faut peut-être rectifier la barre, parce que sinon vous risquez fort de ne pas aller très loin ensemble. Très bien. Alors, noté. Ça, c'est pour les choses du quotidien, enfin les passe-temps, si je puis dire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et puis, bien sûr, on peut aussi faire ce test qui serait donc un test plus coquin, avec uniquement les pratiques ou les jeux sexuels. Et à ce moment-là, vous saurez aussi si, sur le plan sexuel, vous avez suffisamment de choses en commun que vous aimez faire ou pas. S'il y en a un qui a mis en premier la levrette alors que l'autre ne l'a pas mis, peut-être qu'il y a un petit problème. Il faut peut-être rectifier les choses. Et puis, on va recevoir quelqu'un que j'aime particulièrement et je suis ravie de vous recevoir, Maïtena Biraben. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors, on va d'abord parler de votre livre qui est sorti déjà il y a presque un mois, je crois. Ouais, La femme invisible, on vous a vu beaucoup dans les médias, c'est aux éditions Grasset. C'est un livre qui va parler à une femme sur 2, puisqu'il y a une femme sur 2 qui a plus de 50 ans. Oui, même 2 tiers ont plus de 45 ans en France aujourd'hui. Ah oui. Ouais. Nous sommes un peuple énorme et nous allons nous lever. Tremble, racaille. Et c'est vrai que vous évoquez bien cette sensation. On en a parlé d'ailleurs mardi. Vous faisiez une émission sur le désir et la ménopause. Vous évoquez bien à quel point pour beaucoup de femmes, passé 50 ans, on a l'impression que c'est fini, ce qui n'est pas le cas pour les hommes. Et dans ce livre, c'est un petit coup de gueule avec beaucoup d'humour évidemment. Mais c'est un petit peu... vous avez envie de les aider, les femmes, finalement, à se réveiller, je crois. J'aime profondément les femmes, vraiment, profondément. Et je trouve, on le dit toujours, et je le résume un peu comme ça, l'idée et le principe de ce que je porte, c'est qu'un homme de 50 ans, on lui dit « Ah, t'as les tempes grises, t'es hyper sexy, il est la somme de tout ce qu'il a réussi, compris, perdu, gagné, de tous ses échecs, de toutes ses réussites. » Une femme de 50 ans, c'est la fin de tout ce qu'elle a été. Donc ça, c'est le récit qui est porté par nous tous, par la société. Or, évidemment, scoop, c'est faux. Nous ne sommes pas la fin de ce que nous avons été, mais quand on nous résume uniquement à la féminité, à la beauté et à la maternité, là on peut plus avoir d'enfants, mais c'est une joie, figurez-vous. Et on est moins belle. On est moins belle, je sais pas, j'en sais rien. Non, mais c'est ce qui se dit et c'est ce qu'elles croient, les femmes. La seule chose qu'on nous demande, qu'on nous adresse encore comme message et comme signal, parce qu'on tombe quand même dans un puits d'oubli et de silence, c'est essayer de rester à peu près jolie et vieillis pas trop, quoi. Enfin, si tu pouvais, mais moi j'ai envie de vieillir, les gars, parce que sinon je vais mourir en fait. Et j'ai pas. Enfin, c'est fou de voir. Moi, c'est parti de ça en fait. Je me suis souvenu que petite, j'ai été une petite fille, puis une jeune fille, puis une jeune femme, puis une femme. Et depuis tout ce temps, j'essaie de défaire les assignations qui me sont données parce que je suis de sexe féminin. Et j'arrive à l'âge adulte quand même, je suis quand même très adulte, là je vais avoir 57 ans, donc je pense qu'on peut me considérer comme une adulte. J'ai fait ma carrière, j'ai eu des mariages, j'ai élevé des enfants, j'ai enterré des gens que j'aime, je suis une grande personne, et on me dit encore ce qu'il faut que je fasse et comment il faut que je sois. J'ai trouvé ça hallucinant et ça m'a fait un peu... exploser en vol, ça m'a beaucoup énervé. Ça m'a mis très en colère, mais à une colère avec le sourire en vrai. J'ai arrêté de me battre contre, je me bats pour maintenant. Je trouve ça beaucoup mieux. D'abord, quand on se bat contre, ils sont trop nombreux en face, donc on a perdu. Donc il faut se battre pour. Et donc j'ai décidé d'essayer de changer ça avec le melon qui me caractérise. J'ai un ego très développé. Et donc j'ai décidé de changer le discours politique sur les femmes de plus de 45 ans. J'ai pas décidé toute seule, j'ai une associée formidable.
Oui, absolument. On en parlera également. En tout cas, dans La femme invisible, vous dites quelque chose qui, moi, m'a beaucoup plu, et c'est vraiment quelque chose que j'entends. Les femmes ont tendance quand même à se poser en victime, et c'est vrai qu'il faut les aider à sortir de ce rôle-là, et je trouve que c'est un livre où vous leur donnez plein de pistes. C'est vrai qu'on a du mal à prendre le récit. Souvent, je pense que n'importe quelle femme qui nous entend, là, se souvient à un moment ou à un autre d'avoir vécu une situation en se disant bon, c'est pas très, il y a un truc qui va pas, c'est pas juste, c'est pas comme je voudrais, c'est pas ce que je souhaiterais, je sais bien qu'ils attendent ça de moi mais j'ai pas tellement envie de le faire. Tout le monde a vécu ça, et c'est très difficile de sortir de ça, et il faut pas laisser aux autres le récit de soi-même. C'est ça que moi j'essaie de porter, et donc il faut dire qui nous sommes nous-mêmes, ne pas laisser ce récit aux autres, et il faut agir comme on le souhaite. Et c'est vrai que l'âge, l'expérience permet d'être un peu plus sûr de soi et de dire bon en fait non. Alors je précise à Maïtena Birabem, vous avez notamment présenté les maternelles, hein, qui est un vrai succès d'une émission qui a fait ses preuves. Ce que j'ai découvert, c'est qu'à 28 ans, vous étiez une mère seule avec un enfant, et il a fallu travailler. On voit aussi dans ce livre votre parcours qui fait qu'aujourd'hui vous semblez être une femme forte. Et en même temps, moi qui vous connais un petit peu, je trouve que vous êtes une femme avec beaucoup de paradoxes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je sais pas, c'est très difficile. Je sais pas. Je crois que ça me fait assez plaisir d'être paradoxale. Merci Brigitte. Mais je pense que c'est une richesse intéressante toujours. Je trouve, en fait, je nous trouve très courageuses, et souvent on est courageuse parce qu'il le faut. Moi, je trouve que le courage est une vraie valeur. C'est une vertu. C'est une force dans la vie. Mais je préférerais avoir le choix du courage plutôt qu'il me soit imposé. Donc oui, je sais pas quoi vous dire. Du coup, ça m'intimide un peu ce que vous venez de me dire. Je sais pas pourquoi. Bon, ouais, tant mieux. Peut-être que parce que je touche un peu une part sensible que vous cachez pas mal. Mais en fait, le truc de femme forte, ça m'est assez égal. Un pléonasme, hein. Non, oui, un peu. Mais en fait, ça m'est assez égal. Le récit qu'on a fait de moi, ou ce que j'ai voulu montrer dans la presse, ça se résume à la pétillante Maïtena Birabem. Bon, je suis pas pétillante. Je vois bien ce qu'on veut dire, et je vois bien que c'est plutôt gentil, mais c'est tellement réducteur que ça frise quand même un peu la bêtise. Et forte. C'est sûr qu'on ne dirait jamais d'un homme qu'il est pétillant. Ah, j'ai jamais entendu dire le pétillant Gilles Boulot. Ok, bon, c'est étrange quoi. Et puis forte. Forte. Pourquoi forte? Je crois que je suis comme tout le monde. Parce que je parle, parce que je pense qu'on a tendance à dire d'une femme que c'est une femme forte parce qu'elle sort de son rôle de victime. Et qu'en fait, on n'est pas plus forte ni moins forte que les hommes, parce que ça veut dire quoi? Moi, je pense qu'on confond de toute façon toujours fragilité et vulnérabilité, ce qui sont deux choses totalement différentes. On peut être très sensible et être très très fort, et on peut être. Je crois que peut-être nous, les femmes, on est quand même sommées par la vie de montrer plus de force que les hommes. Je veux dire, quand on se retrouve seul, moi je me suis retrouvée seule avec 2 enfants, veuve à 35 ans, il n'y avait pas le choix, quoi. Il fallait y aller. Donc, je pense qu'au quotidien, on est amené à montrer notre force. Et certainement, les hommes sont aussi forts que nous, mais ils ont peut-être moins l'occasion de... Sauf que je pense, vous avez tout à fait raison, sauf que je pense que quand on parle de moi en disant une femme forte, c'est une femme qui a pris sa place. En fait, c'est ça qu'on veut dire. Et donc, qui a pris la place d'un homme, qui a pris des places de pouvoir, qui a pris des places puissantes, qui a pris des premières places. C'est dans ce sens-là qu'on dit une femme forte. Moi, je suis une femme très forte, ça c'est sûr. Mais parce que comme toutes les femmes, effectivement, on est sommé. Et quand on a été mère célibataire, comme vous l'avez été ou comme j'ai pu l'être, c'est une des choses les pires qui puissent arriver dans la vie. Donc c'est extrêmement difficile. On n'a pas le choix. Voilà. Moi, je préfère être autre chose que forte, en fait. Voilà, je préfère être sensible, intéressante, bizarre, mais que forte, parce que forte, ouf.
Bon, eh bien, on va utiliser d'autres mots, Maïtena. Donc, ça s'appelle La femme invisible. C'est aux éditions Grasset. Vous passez donc en revue tout ce que les femmes devraient comprendre, hein, pour être bien dans leur peau, quel que soit leur âge. Je crois quand même aujourd'hui que les choses bougent pour les femmes. Hein. Oui, bien sûr. Il y a plus ce couperet qui tombe au moment de la ménopause. Néanmoins, je l'ai vu encore cette semaine puisqu'on a fait une émission sur ce sujet, pour beaucoup de femmes aussi, ça peut être la fin de la sexualité. Vous dites bien que non, hein, vous avez un feu ardent, je crois, c'est quelque chose comme ça que j'ai eu dans les chutes d'hormones qui accompagnent la ménopause, j'ai eu un corollaire qu'à un moment je me suis dit mais c'est pas possible, je suis devenu un garçon. J'avais toutes les personnes à qui je parlais, toutes les personnes que je voyais, etc. Je n'arrivais pas, j'étais obligée de me concentrer pour écouter ce qu'on me disait parce que je n'avais qu'une envie. Je me disais, est-ce qu'ils ont couché ensemble? Tu veux pas qu'on couche ensemble? J'avais une espèce de truc de ouf, une avidité, c'était de l'ordre du besoin, quoi, que je n'avais jamais ressenti. C'est ce qui est extraordinaire, c'est que pour certaines femmes, la ménopause, ça va être une libération et une sorte de feu ardent, en effet, qui vont les animer. Bon, ça n'a pas duré, Brigitte. Hein, j'aurais adoré que ça dure plus longtemps que ça, mais c'est parti comme c'est venu. C'est un petit peu embêtant, le feu. Hein, ça finit par détruire un peu. C'est vrai. Il ne faut pas que ça brûle trop longtemps quand même. Mais après, le feu, c'est marrant, parce que je suis allée voir le fils aîné de la famille chez nous, et je lui ai dit, donc, je crois que je suis en train de comprendre ce que c'est que d'être un garçon, un jeune homme avec les hormones dans le chignon, au taquet, là, avec une envie de, pardon le terme, hein, avec une envie de baiser tout le temps. Il m'a regardé, il était un peu étonné, il m'a dit ah ouais. J'ai dit bon, après par ailleurs, le feu, tu le maîtrises, hein. On n'est pas dans une caverne en train de vivre nos instincts primaires, donc maîtrise-toi, mon chat. Hein. On est bien d'accord. Donc vous parlez de tout, de vos rides, des kilos. J'aime bien aussi quand vous dites, tant pis si je prends quelques kilos, mais j'ai envie de manger, quoi. Oui. De toute façon, on ne peut pas garder son poids que quand on avait 20 ans, c'est pas possible. Et puis pourquoi en vrai, si on se pose vraiment la question, pourquoi est-ce que je voudrais à bientôt 60... Pour se plaire. Mais on peut se plaire plus ronde aussi. Ah ben bien sûr. Bon, mais pourquoi on a le droit aussi d'avoir envie de rester mince. Aucun sujet. Mais c'est bien sûr, on a tous les droits pour soi et pas pour aux hommes. Si c'est soi qui le décide pour soi-même, et puis on peut aussi décider qu'on a envie de plaire à son mari. J'ai aucun sujet avec ça. On est libre de tout. Je dis juste, tant que c'est nous qui décidons pour nous-mêmes et que c'est pas une injonction, je ne vois vraiment pas pourquoi la société me dit attention, tu es en ménopause, il faut faire attention de ne pas prendre de poids. Mais pourquoi en fait? Et on en parle de la cellulite? Ça, c'est pas la ménopause, hein, c'est tout le temps. Bah, oui, mais moi, je suis effarée de voir qu'on continue à nous imposer qu'il ne faut pas avoir de cellulite. Or, on sait que c'est hormonal et que c'est une nécessité pour pouvoir, en particulier, porter des enfants. C'est comme si on demandait aux hommes de se râper la pomme d'Adam parce que c'est un signe de masculinité. Mais moi, je rejoins Brigitte, on n'est pas obligé de... C'est difficile, hein, c'est très difficile. Mais on n'est pas obligé de subir les oucasses qui nous sont données. Et on peut dire, tiens, regarde, j'ai de la cellulite, c'est pas grave. Oui, mais c'est difficile, c'est vrai que c'est difficile. Mais quand j'entends ça, moi, j'avoue que ça me hérisse. En même temps, les magazines féminins sont aussi plein d'injonctions. Ils ne sont pas nos meilleurs amis, on va se le dire. Non. Voilà, je pensais à ça, je pensais aux magazines féminins. Merci de le dire, parce qu'on critique toujours le patriarcat, mais enfin, les magazines féminins sont tenus par des femmes qui sont, qui donnent des conseils qui sont souvent... Leur modèle économique, il repose sur la publicité, et sur, voilà, donc c'est parfaitement entendable, et je juge pas, j'ai aucun mépris pour ça, etc., mais c'est pas, la presse féminine n'est pas le lieu de l'émancipation des femmes. Il l'a été. Il a d'ailleurs été créé pour ça, et il ne l'est plus dans un monde hyper concurrentiel, hyper commercial, etc. C'est bien de le dire. Oui. En tout cas, ça s'appelle La femme invisible. Maïtena Birabem, vous êtes édité aux éditions Grasset. On va faire une petite pause, et puis dans un instant, on va continuer avec vous, et on va parler de ce média que vous êtes en train de lancer. Je sais que ça vous tient beaucoup à cœur, et on va en parler. Vous l'avez lancé avec Alexandra Kruck. Et on se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes toujours avec Hélène Vecchiali, Maïtena Biraben, et nous allons parler de ce nouveau média, Mesdames
avec un S.media que vous avez lancé, Maïtena Birabel, avec Alexandra Kruck. Oui. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé cette phrase. Un homme de 50 ans est la somme de toutes ses expériences. Une femme de 50 ans est la fin de tout ce qu'elle a été. Voilà un peu le slogan. Oui. Et c'est contre ce slogan que vous lancez ce média, hein, mesdames.media, pour montrer aux femmes que peut-être que la vie peut commencer à 50 ans. Absolument. Moi, je rappelle toujours qu'en médecine chinoise, on appelle la ménopause, donc ce moment de 50 ans, le second printemps. Oui. Il y a un récit dans notre société et dans notre culture de ce moment-là qui est le récit à l'adresse des femmes uniquement de la perte. On sort du champ du désir, on ne désire plus soi-même, on n'est plus tellement attendu au boulot, on n'est plus représenté. Ça me fait toujours marrer, moi, quand je vois des actrices qui jouent des mères de famille de mômes qui ont entre 30 et 40 ans et qui ont elles-mêmes 45 ans. Alors bon, je rappelle qu'on ne peut pas accoucher à 5 ans, c'est difficile. Donc, il y a vraiment, on sort du champ de tout. On sort du champ En plus, moi, je suis une fille de télé, donc je sais très bien que la télévision, ce qui régit les annonces commerciales, c'est la fameuse ménagère de moins de 50, qu'on appelle autrement maintenant, là, de moins de 50 ans. Mais du coup, donc je sais bien qu'on ne s'adresse pas aux femmes après cet âge-là. On ne s'adresse pas à elles de manière... Alors que le nombre de femmes de plus de 50 ans... 9 millions entre 45 et 65 ans, donc 9 millions de femmes qui sont au travail entre 45 et 65 ans, et deux tiers des femmes depuis 45 ans. Cela dit, c'est quand même en train de bouger. Les seniors deviennent une cible intéressante. Hein. J'aimerais bien que le marketing s'excite un petit peu plus, et pas uniquement le marketing. C'est-à-dire que moi, il y a des produits qui devraient m'être adressés, et j'adorerais les avoir. Moi, plutôt qu'on me dise rajeunis et sois jolie, je préférerais qu'on me dise comment entretenir mes articulations, qui sont la survie de mon indépendance. C'est super de pas avoir de rides, mais il vaut mieux encore avoir des genoux et des chevilles, en fait. Ça va être vachement mieux pour les 30 ou 40 années à venir. Donc, c'est ça que je trouve très étonnant. Et même dans le champ politique, j'ai cherché dans le politique ce qui s'adressait à nous, les femmes, hors de la maternité, et je n'ai rien trouvé. Oui, non, mais là, si vous cherchez dans la politique, Maïtena, moi, j'y crois à la politique. Je pense que ça régit nos vies. Et j'aime le politique, j'adore la politique. Je trouve que c'est très important. Mais je crois qu'il faut d'abord compter sur soi-même avant de compter sur la politique bref. Alors, donc dans ce média, ce nouveau média, hein, mesdames.media, il y a beaucoup de choses. J'ai envie de dire, on peut tout trouver. On essaye d'adresser les femmes justement par exemple, vous avez envie de demander une augmentation, vous pourrez trouver la réponse dans ce média. Comment faire vous avez envie... Et la question n'est pas anodine, hein. Les femmes ne demandent pas à être augmentées. Je sais bien. C'est pour ça qu'on vous en parlez aussi dans ce livre, La femme invisible. C'est vrai que c'est compliqué pour une femme de demander une augmentation. Une femme, elle espère être récompensée pour avoir bien travaillé, donc elle attend une petite tape sur l'épaule qui lui dit c'est bien. Elle attend qu'on lui donne l'augmentation, et elle peut attendre longtemps. Il ne faut pas attendre. Les garçons, eux, ils toquent à la porte, ils rentrent et ils disent est-ce que je pourrais être augmenté, et ils le sont. Il y a donc l'argent, hein, vous aidez aussi à gérer son compte. Vous avez de la cuisine, j'ai vu aussi. Enfin bon, il y a tout. Il y a de la sexualité, évidemment. Avec qui ? On se demande bien avec qui. Cela peut-il donc être ? Et je suis ravie de participer au tuto du cul dans ce nouveau média, mesdames.media. Alors, c'est avec votre associée Alexandra Kruck que vous avez eu l'idée de monter ce site. Au début, on voulait faire une émission, parce que nous, on est des filles de télé, donc on a fait le tour des chaînes pour proposer un talk avec que des femmes de 50 ans, parce que la parole est quand même assez libre à cet âge-là. C'est bon, on n'a plus rien à prouver, donc voilà. Et on n'a pas réussi à le produire pour la télévision, donc on s'est dit qu'on allait le faire sur le numérique. Encore une des choses, un a priori que les gens ont, on n'est pas sur le numérique, mais ici, mes petits chats, on est sur le numérique. C'est même nous qui avons acheté les premiers téléphones portables et qui avons fait exploser les applis comme Facebook, Insta, Pinterest. On est sur TikTok pour surveiller nos enfants. Donc on est hyper digital en fait. Donc c'était numérique, pardon, parce que digital c'est les doigts. On est hyper numérique, mais on est digital aussi.
Et donc on est allé là où nous sommes en fait. On est les digital natives, c'est pour ça qu'on confond parfois un peu les deux. Absolument. Donc sur mesdames.media, bien vous essayez en tout cas d'apporter toutes les réponses qu'on peut se poser. On s'adresse tous les sujets qui ne sont pas adressés par la société aux femmes de ces âges-là. Il y a deux sujets qui sont adressés, la santé et la beauté. Et nous, on parle de tout le reste, parce qu'en fait, on gère de l'argent, on achète des voitures, on part en vacances, on s'occupe de nos parents, on va parler des aidants, parce que bien souvent, on a une génération où on a encore nos parents et nos enfants ont un peu grandi, on a du temps et de l'argent, ou des moyens physiques de faire ce qu'on veut. On parle de santé, de nourriture, aussi, de santé, et on va parler évidemment de beauté. Mais c'est tellement déjà... on voulait envoyer le signal fort qu'on était là pour parler à nos cerveaux, à nos sentiments, à nos esprits, et pas uniquement à nos ovaires et à notre visage. Ouais, moi, ça me paraît le minimum. Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Et justement, moi, je me pose une question. On a des hommes qui nous écoutent dans cette émission. Oui. Peut-être que ça peut les aider à mieux comprendre les femmes aussi. C'est super de me dire ça, Brigitte, parce que je signe le livre. Je fais des manifestations où les gens viennent acheter le livre et je suis hyper émue en général avec ce qui arrive en ce moment parce que c'est très beau et il y a beaucoup d'hommes qui viennent acheter le livre pour leurs femmes et qui le lisent eux-mêmes et qui eux sont beaucoup plus au courant que leurs femmes de ce qui est en train de leur arriver sur la ménopause, sur le changement, etc. Et qui tous me disent elle est hyper inquiète, ça va pas du tout, elle est mal dans ses pompes, alors qu'elle est magnifique, je l'aime d'amour, elle est trop belle. Et les hommes, ils sont mais vous êtes, mais c'est émouvant vraiment de voir ces hommes qui aiment ces femmes, qui sont de vrais compagnons à leur côté, qui les regardent changer, qui les accompagnent et qui disent « Oh, détends-toi ». Je le dis dans le livre, on est complètement folles, nous les filles. Hein. On a toutes fait « Oh, regarde chérie, j'ai un peu grossi » ou « Oh, regarde, j'ai une ride ». Il voit pas, lui dites pas, il le voit pas. Mais en plus, il nous aime tel qu'on est. Moi, j'ai un ami psychanalyste qui a 68 ans, sa femme 65, et on discutait justement de tout ça, et il me dit, elle arrête pas de se plaindre parce qu'elle a les seins qui tombent, et je lui ai dit, je te préviens, si tu fais de la chirurgie esthétique pour tes seins, je te quitte. Bon, j'ai trouvé ça magnifique. Il faudrait qu'il lui laisse la liberté de faire ce qu'elle a envie de faire avec ses nichons. Non, mais lui, il a le droit aussi de dire... Oui, bah, c'est pas les siens, c'est ceux de sa femme. Hein. Mais lui, il a le droit de dire, moi, j'aime tes seins comme ça, et voilà, et si jamais tu changes dépend ça... si elle les montre à personne d'autre. Bon, en tout cas, La femme invisible, c'est aux éditions Grasset, et ce nouveau média, je vous invite vraiment à y faire un petit tour. Ça s'appelle mesdames.media. Merci beaucoup Maïtena. Merci Birabel. Brigitte. Et merci Hélène Vecchiali. Je rappelle aussi votre livre La tragédie des sauveurs, c'est aux éditions Marabout. Merci Tout Brigitte. de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne et lundi, on sera avec Sandy Boulanger. On va parler du toucher, ce fameux besoin de se toucher, d'être touché. Et puis peut-être qu'on verra aussi quelle est notre zone de confort, à partir de quand on considère justement que on est ennuyé par un geste ou un toucher de quelqu'un d'autre. Génial. Ah oui.